Bonjour et bienvenue dans Outdoor Minds. Nous vivons des changements sociétaux très forts qui impactent les business models des acteurs du tourisme et des sports outdoor. Nous assistons à des rebonds fascinants que les leaders savent anticiper pour les transformer en opportunités. Dans cette série d'entretiens, nous voulons partager les parcours, les expériences et les visions des plus grands esprits qui font l'outdoor d'aujourd'hui et de demain. Je suis Armelle Solélac, fondatrice de Switch et spécialiste de stratégie de marque et de responsabilité sociétale des entreprises. Tous les dimanches, avec Ariane Favier, experte du capital immatériel des entreprises, nous avons le plaisir d'animer ce podcast. Pour cette 5e saison, avec nos invités prestigieux, nous allons faire un pas de côté pour regarder en arrière, afin de mieux aller de l'avant. En effet, cette saison est entièrement consacrée aux personnalités audacieuses de l'outdoor et du tourisme. Elles et ils ont fait preuve de courage et ont pris tous les risques. Elles et ils ont ouvert des voies pour nous. Aujourd'hui, nous revenons avec eux sur leur parcours, sur leurs sources de fierté, sur leurs erreurs et sur le regard qu'ils portent sur l'avenir de leur industrie. Allez, c'est parti pour une nouvelle rencontre inspirante. Bonjour à tous, aujourd'hui nous avons le plaisir d'accueillir Romain Delambert, vous pouvez aussi l'appeler le flamboyant. Il est guide de montagne et j'ai la chance de pouvoir le compter parmi mes amis depuis une 20aine d'années. Bonjour Romain. Bonjour Armelle. Alors, est-ce qu'il y avait dans ton enfance des signes précurseurs de la tournure qu'a pris ta carrière professionnelle ensuite ? Alors, enfant, j'ai toujours eu cette espèce d'ambivalence qui m'a suivi après, c'est-à-dire que j'étais bon élève, je faisais ce que me disaient mes parents et à côté de ça, je faisais un peu n'importe quoi, de manière souvent cachée. Je me souviens qu'à l'âge de 15 ans, j'ai dû faire 150 bornes avec un bicross cassé sans leur dire, pour aller, me promener en Corse chez ma grand-mère. Et puis à côté de ça, j'étais un bon élève, mais j'étais quand même le trublion de la classe. J'étais quand même un peu le bouffon, celui qui imitait les profs, qui aimait faire rire. J'ai souvent fait ça, donc j'avais deux facettes et je trouve que je les ai encore aujourd'hui et elles se retrouvent dans mon parcours professionnel. Et justement, en quoi tu penses que ça a influencé la suite ? Explique-nous justement la suite. Et ben, la suite, en fait, j'ai suivi en fait un peu le parcours familial. J'ai fait ce qu'on m'a dit. J'étais un bon élève. Je savais pas ce que je voulais faire, donc j'ai fait ce qu'on m'a conseillé de faire. Donc j'ai fait des classes prépa, j'ai fait une école d'ingénieur et en fait le boulot, l'ingénieur à lunettes assis derrière un écran 21 pouces et une machine à café m'a jamais convenu. J'ai jamais été à l'aise avec ça et très rapidement j'ai changé de voie. Et j'avais ce côté un peu saltimbanque, un peu plein air, un peu qui aimait bien prendre des risques, même si c'était mesuré. Et j'avais ce diplôme de moniteur d'escalade et j'ai changé complètement de voie. J'ai arrêté le métier, on va dire, classique pour un peu la vie de bohème. Alors, tu dis ça comme si c'était un parcours évident et facile. Tu as travaillé combien de temps comme ingénieur, pour quel type d'entreprise et est-ce qu'il y a eu un moment déclic ou est-ce que c'est venu au fur et à mesure? Alors, j'ai travaillé 5 ans comme ingénieur, mais j'avais en parallèle, j'avais le diplôme de moniteur d'escalade, donc j'avais un filet de sortie. Non, rapidement, je me suis rendu compte, en fait, moi, dans mes études, j'ai toujours fait au plus facile pour moi, sauf maths sup, maths spé, c'était compliqué. J'ai fait une maths spé en maths renforcée qui était dure. Et après, quand je suis allé en école d'ingénieur, je me suis toujours débrouillé pour choisir la filière qui demandait le moins de travail par rapport à mon aisance. Et donc, en fait, quand je suis arrivé dans le monde de l'entreprise, je me suis dit, mais en fait, c'est ça ce que je vais faire. Mais ça m'intéresse pas. Et je me suis rapidement rendu compte que on a beau être intelligent, malin, aimer faire rire, on s'intègre bien dans l'entreprise, on ne sera jamais aussi bon que quelqu'un qui est passionné. Et moi, j'étais pas passionné du tout. J'attendais la fin de la semaine, ou j'attendais le soir, ou j'attendais la sortie, la récré, quoi. Et je me suis rapidement rendu compte, j'avais peut-être 25, 26 ans, que ça allait pas durer, quoi. C'était pas possible. Ça aurait pu durer si j'avais 57 ans, que je finissais de payer la maison et que les enfants passaient leur bac. Mais là, 25, 26 ans, j'avais rien de tout ça et il fallait que je m'en aille. Donc ça s'est fait de manière assez logique, en fait. OK et tu as eu un déclic du coup ou qu'est-ce qui a fait qu'un jour tu t'as posé ta dème?
Ouais, un déclic et des claques, hein. Je m'ennuyais, quoi. Je m'ennuyais. Donc, et pourtant, j'ai travaillé à l'ONU, dans un milieu qui me convenait bien, mais je parle 5 langues. J'adore les relations humaines, discuter avec les gens, et puis brasser du vent, ça je sais bien faire. Donc j'étais assez à l'aise là-bas. Ça se passait bien pour moi. Ils ont réussi à virer des gens sur le projet qui étaient ultra compétents pour me garder moi, qui naviguaient en fait au fil du vent. Et puis en fait, je me suis rendu compte que j'étais malheureux et qu'il fallait que je fasse autre chose. C'était plus une question de survie en fait. C'était pas. Les gens disent ça peut être du courage, mais à 25-27 piges, c'est pas du courage. On peut toujours revenir. On a la vie devant soi. Donc j'en pouvais plus. Et je me suis lancé et ce que j'ai choisi m'a plu et ça a marché. Donc j'ai eu de la chance de ne jamais remettre les pieds dans un lieu où il fallait mettre un costume et voilà, être bien dans le rang. C'est pas mon style. Aujourd'hui, tu es guide de montagne. Comment tu as fait la transition entre moniteur d'escalade et guide de montagne? C'est pas tout à fait les mêmes métiers, ni les mêmes diplômes. Non, moi j'étais plus un spécialiste de l'escalade à la base. J'ai travaillé comme moniteur d'escalade pur et dur pendant quelques années. Et alors c'est vrai que l'été on est souvent dehors, on fait un peu de la grande voile, de l'escalade, beaucoup de canyons. Et l'hiver, ben, on est enfermé dans les salles d'escalade à animer des goûters d'anniversaire le mercredi avec des enfants de 7 ans. On va faire de 10 heures à 22 heures dans des salles. Et je me suis rendu compte à la petite trentaine que non, ça allait encore, mais que dans 10 ans, il fallait que je sois plus là. Et puis j'aimais la montagne sous toutes ses formes. J'étais un bon skieur, donc je me suis lancé et j'ai accédé à cette formation de guide. Et j'ai jamais regretté non plus d'avoir un métier qui permet de travailler toute l'année en plein air et avec les saisons. Moi, je trouve ça très important de vivre avec les saisons. On a de la chance d'avoir des saisons, même si certains disent qu'on en a plus. On en a quand même plus que ceux qui vivent sous les tropiques. Et c'est très agréable, je trouve, de voir les feuilles tomber à l'automne, de voir les bourgeons pointer au printemps, d'avoir chaud l'été, d'avoir froid l'hiver. Je trouve ça chouette. Et ce métier me permet de me réaliser pleinement dans les saisons. Quand on s'est rencontrés, tu étais justement dans le processus pour devenir aspirant. T'as pas été pris directement à l'ENSA à Chamonix en France par la voie classique. Et là, tu as fait un bold move. T'es quand même parti à l'étranger pour passer le diplôme. Est-ce que tu peux nous raconter ça? Oui, j'ai passé le test à l'ENSA et j'étais le premier recalé. J'ai passé toutes les épreuves et ils ont pris 48 personnes. J'étais 49e, je crois. C'était ça. Il m'en manquait un petit peu. La première année où j'ai passé cet examen et à la fin des années 2000 et au début des années 2010, la France a complètement remodelé sa formation en la basant un petit peu plus sur ce qui se faisait en Suisse, en Autriche, en Allemagne. Euh, voilà, et j'avais des amis allemands qui m'ont dit bah, viens donc essayer chez nous, puisque la France, pendant 2 ans, n'a pas organisé de test d'entrée pour avoir le temps de remodeler sa formation comme elle le souhaitait. Et donc, je me suis présenté en Bavière, chez nos amis teutons, et c'était une belle expérience. J'ai réussi les examens, les tests, et j'ai fait la formation chez eux. C'était la seule condition qu'ils m'avaient imposée. Il m'a dit, tu peux venir passer les tests. Par contre, si tu réussis, tu fais chez nous. Comme là-bas, c'est assez fortement sponsorisé par le club alpin allemand. Il fallait que je m'engage à faire la formation chez eux et je l'ai fait avec grand plaisir et j'ai appris plein de choses. J'ai été dans des massifs que on va dire les alpins occidentaux fréquentons peu. Tout ce qui est un peu à l'est de la Suisse, on n'y va jamais. Pourtant, c'est super chouette. Et j'ai fait des nouveaux copains, j'ai vu de nouveaux lieux, une nouvelle méthode de travail, une nouvelle culture. C'était vraiment une très belle expérience et j'en ai tiré profit et j'en tire encore profit aujourd'hui. Dans les trucs fascinants que tu as fait à l'époque, je me souviens que tu t'étais créé une sorte de lexique ou de dictionnaire avec plus de 700 mots. Tu peux nous parler de ça un peu? Oui, j'ai une méthode à moi pour apprendre les langues. Alors, je parle anglais parce que j'ai grandi en partie aux États-Unis. Je parle allemand parce que j'en ai fait beaucoup à l'école et parce qu'avec cette formation, bah, j'ai dû passer à un autre niveau. Je parle italien, mes parents ont vécu en Italie, et puis je parle corse parce que ma grand-mère m'a appris à parler corse. Je suis d'origine corse par ma mère, donc le corse et l'italien sont proches. J'ai une méthode pour apprendre les langues qui marche bien, que j'ai appliquée à l'allemand. Je pensais que je parlais allemand parce que j'avais eu 20 au bac ou 19, mais en fin de compte, quand on va dans une région où il y a du bavarois, du patois dans tous les sens, et qu'on a un lexique très particulier comme celui de la montagne,
Mais en fait, on comprend rien. Et ouais, je notais les nouveaux mots, les nouvelles expressions toutes faites, les nouvelles constructions de phrases dans un petit tableau Excel qui avait à peu près 4000 entrées. Et quand je me suis rendu compte qu'à 3500, 4000 entrées, on note plus rien. Après, on connaît ou on vérifie, on l'a déjà. Donc oui, j'ai une technique comme ça qui est personnelle, hein, qui marche peut-être qu'avec moi. Ça, et puis apprendre par cœur une dizaine de verbes. Savoir, vouloir, pouvoir, être, avoir. Enfin, les verbes de base qui servent tout le temps, faut les connaître tous les temps. Terminé, ça marche bien. Merci pour ton tips. Euh, Quand tu as enfin été diplômé, comment tu t'es lancé en fait dans le métier? Est-ce que tu peux nous parler d'ailleurs du métier de guide parce que les gens projettent beaucoup de choses mais savent pas forcément réellement ce que c'est. En fait, moi, au début, j'ai fait comme j'avais fait au monitorat d'escalade, c'est-à-dire que je me suis placé en fait en super remplaçant. J'étais disponible tout le temps et j'ai rendu des services. Tiens, on a besoin d'avoir un guide à la Grave tel jour, on a besoin d'avoir un guide dans le Verdon tel jour. En disant jamais non, on est vite indispensable. Et en fait, après, le métier de guide, c'est un métier qui est humain avant tout. La montagne, c'est un prétexte. Skier, grimper, faire de l'alpinisme, tout ça, c'est des prétextes à rencontrer des gens. Et puis, en fait, quand le contact passe bien avec certains clients, on les garde et ils nous embauchent et ils nous font confiance. En fait, on organise leurs vacances en montagne. Et moi, si je dis à des clients, écoute, tu t'es venu pour skier, mais là, il fait pas bon, il pleut à 2005, viens, on va grimper en Corse ou à Marseille, et ils me suivent. Quand ils pratiquent toutes les activités, ils vont me suivre. Donc, en fait, c'est vraiment une relation de confiance, de complicité, et puis après, d'amitié. On rigole, on rit ensemble. Après, on peut même fonctionner comme des vieux couples, hein. Moi, j'ai une très bonne cliente que je vois depuis plus de 10 ans. Je lui mets des branlées parfois en falaise parce qu'elle fait n'importe quoi. Les gens me regardent, ils se disent, mais à qui il parle? Et mais c'est sa femme. Non, 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 non. Mais elle le paye en plus. Bah ouais. Et on s'entend très bien. Donc c'est vraiment un métier profondément humain. Donc rapidement, je me suis fait une clientèle et j'ai pas besoin d'avoir. En fait, quand on est guide, on est rapidement booké. L'emploi du temps, il est pas extensible. Une fois qu'on est pris une semaine, on est pris une semaine. Et puis si on veut ménager un petit peu de temps pour soi, un peu de temps pour la famille, rapidement, ça fait des années que j'ai pas besoin de démarcher des clients supplémentaires. Depuis que tu as commencé ta carrière de guide, qu'est-ce qui t'a le plus marqué? Moi, par contraste, je trouve que c'est la nécessité d'être passionné pour être heureux. Je croise beaucoup de clients qui ont beaucoup d'argent, voire parfois énormément d'argent, et qui ne sont pas à leur place ou qui ont le sentiment de ne pas être à leur place. Donc c'est des gens qui démarrent leur carrière à 30 ans, mais moi je viens à Paris 3-4 ans, mais un peu d'argent de côté, puis on s'en va. Et puis après, ils achètent la maison en banlieue, ils prennent du galon dans leur boîte, ils peuvent plus se déplacer en province parce qu'il y a plus de poste qui leur correspond. Voilà, l'école privée les traite sur la maison, puis à 50 ans, ils y sont toujours. Et alors s'ils sont heureux, c'est bien. Si par contre ils regrettent de pas avoir fait ce choix de vie, de partir avant, je trouve que c'est du gâchis. Et moi, je vois un peu la vie comme au début, quand on a 20 ans, on a un champ de vision à 180 degrés, on peut aller où on veut. Et au fur et à mesure qu'on vieillit, le champ de vision il rétrécit. Et puis quand on arrive même à 50, 60 ans, on peut plus faire grand-chose d'autre que ce qu'on est en train de faire, tirer jusqu'au bout et puis ensuite essayer de passer entre les balles du cancer pour vivre heureux un petit peu après à la retraite, quoi. Donc je le vois un peu comme ça. C'est ce qui m'a plus marqué, c'est ça, la nécessité d'avoir une passion et d'être passionné par ce qu'on fait. C'est un vrai luxe d'être passionné par ce qu'on fait professionnellement. Tu as sûrement 1000 anecdotes, aussi liées à tous les voyages que tu as pu vivre, notamment au début de ta carrière. Est-ce que tu peux nous en raconter 2 ou 3? Ah, j'en ai compté 1043. Je vais raconter la 253e. Vas-y. Non, j'en ai plein. C'est dur de faire un tri. Et ce que je trouve marrant, et il y a pas mal d'anecdotes en fait qui se recoupent, c'est quand on prend des gens extrêmement intelligents et avec des postes avec des profils très élevés, quand on les met dans un milieu où ils sont pas à l'aise, où ils sont pas chez eux, ils ont des réactions parfois débiles. Donc c'est assez marrant. Ils ne savent même plus comment ils s'appellent, leur gauche et leur droite. Moi, je me souviens d'avoir eu un chirurgien, donc un chirurgien orthopédique en ski. Donc c'est quelqu'un quand même de brillant, qui opère plusieurs fois par semaine. Je me souviens d'avoir donné une consigne. Il dit voilà, je vais faire une trace de ski. Vous allez skier à droite de ma trace. Ma trace est la limite gauche. Après, il y a une pente qui me semble dangereuse, etc.
Il a tout coupé là où il fallait pas. J'avais dit, on fait attention, on fait des virages doucement. Le premier virage, il a fait un roulé-boulé, donc il a surchargé le manteau. Je me suis dit, tout va partir. Et j'avais dit aussi au groupe, ils étaient 4, j'avais dit, si quelqu'un tombe, si quelqu'un a un souci, il se démerde, il remet ses chaussures tout seul, il remet ses skis, vous venez pas l'aider. Et puis dès qu'il est tombé, il y a 3 qui sont venus derrière pour l'aider. Donc en fait, ils ont rien compris. Du début à la fin, ils ont rien compris. Pire que des gamins de primaire. Parce qu'un gamin de primaire qui fait ça, on l'engueule. Là, j'ai dit, mais vous êtes complètement con. Vous avez rien compris. Et ils m'ont dit, ah bon, mais ah oui, t'avais dit quoi? Ah oui, c'est vrai. Quand on est dans un milieu qui n'est pas le nôtre, on perd un peu tout sens de logique, de réflexion. On devient complètement assisté. Et ça, je l'ai vu avec ces gars-là qui sont très sympas. Mais c'était typique. Je l'ai vu beaucoup en canyon. En canyon, quand on a l'été des familles, qu'on emmène des gens se promener dans des beaux canyons avec de l'eau turquoise et qu'il y a des sauts, je n'utilise plus les mots gauche et droite, c'est trop compliqué. Je pointe du doigt où il faut aller. Tu vas sauter là, où il y a mon doigt. Parce que gauche et droite, ils sont capables de sauter de l'autre côté, de s'écraser sur un caillou. Mais et les gens sont pas tous abrutis. Donc en fait, ils sont pas abrutis, c'est juste que dans un milieu où ils ont peur, ils ne réfléchissent plus. Mais c'est rigolo. C'est une catastrophe en canyon avec toi. Bon, et alors une autre, c'est compliqué. On voit souvent des gens aussi qui savent pas mettre un baudrier. Par exemple, il y a un groupe de 4 personnes, ils mettent un baudrier, puis le 5e, il est en train d'essayer de l'enfiler par la tête, alors que les autres, ils l'ont autour de la taille, ça marche bien. Et là, j'ai une anecdote marrante. J'ai croisé une fois Cédric Villani. Donc, on peut pas l'accuser d'être stupide. Et donc lui, il a pas fait de canyon avec moi, mais il a fait du canyon. Et il m'a dit, moi, j'avais du mal à mettre mon baudrier, je savais pas enfiler mon baudrier. Je lui ai dit, mais t'as jamais mis un slip? C'est comme un slip. Et c'est marrant parce que moi, des gens comme ça, qui savent plus mettre le baudrier, le 20 août, j'ai envie de leur dire, mais qu'est-ce qu'on va faire de vous? Vous savez pas vous habiller. Donc je me voyais bien dire à Cédric Villani, qu'est-ce qu'on va faire de toi? À quoi tu sers, toi? À quoi est-ce que tu peux être utile? Alors que c'est un des plus grands cerveaux qu'on ait dans ce siècle. Donc c'est assez marrant. Moi, c'est vraiment des trucs comme ça, j'en ai plein. Des trucs comme ça, des gens avec des bouteilles en verre quand ils vont faire du ski, parce que c'est pratique. Enfin bon, on voit des choses marrantes, quoi. Oh, c'est pas possible. Une petite dernière pour rigoler un bon coup encore une fois. Ah, je sais pas, j'en ai plus là. On en a plein des anecdotes comme ça. Ah, une fois, si, dans le Verdon en escalade, j'avais un client qui avait un bel appareil photo, qui voulait absolument l'emmener pour faire une grande voie. Et en fait, je me suis rendu compte au milieu de la grande voie que, en fait, quand je grimpais, il m'assurait pas, il laissait filer la corde et il prenait les photos avec les 2 mains. Parce qu'il avait un téléobjectif, un machin, et donc je me suis retourné, au moment, j'ai dit, mais qu'est-ce que tu fais? La corde défilait dans son puits. Donc si je tombais, en fait, je prenais 50 mètres. Bah, pas forcément. Après, quand on commence à être haut, quand on est près du sol, oui, on va en bas, mais là, j'aurais pris un énorme vol. Et en fait, il avait complètement arrêté de m'assurer. Mais il a fait des belles photos, je les ai encore. Faut choisir, grosso modo. Si tu regardes ton parcours depuis le tout début, quelle a été selon toi ta plus grosse erreur et surtout qu'est-ce que tu en retiens? Pour moi, ma plus grosse erreur, c'est de pas m'être battu dès le début pour faire ce que j'avais envie de faire, ou peut-être pour ne pas faire ce que je n'avais pas envie de faire. Moi, j'ai eu une enfance heureuse, j'ai eu des parents aimants, et donc quand ils me disaient, bah fais ça, c'est bien pour toi, je suivais. Je suivais, et donc qu'est-ce que tu veux faire? Je sais pas. Bah tu vas en terminale C, bah c'est bien. Tu vas faire quoi? Bah je sais pas. Bah tu vas en maths sup, tu vas en maths spé, tu vas en école d'ingénieur. Et puis une fois que j'étais dedans en école d'ingénieur, tout le monde sait bien qu'on fait rien, donc on s'est amusé longtemps. Et puis après, quand je me suis retrouvé dans le monde du travail, je me suis dit, mais en fait, j'ai rien choisi. J'ai 23 ans, 24 ans, j'ai rien choisi et ça ne me plaît pas. Donc là, c'était un peu la panique, et je pense que mon regret, c'est de pas avoir dit, non mais moi, il me faut autre chose que ça me convient pas. J'ai plusieurs facettes de ma personnalité qui ont besoin de s'exprimer, et la facette je réfléchis un peu calmement assis, en fait, ça va bien, mais 5 minutes. J'ai besoin d'un peu de folie, j'ai besoin d'un peu de liberté, j'ai besoin de m'exprimer en termes physiques aussi. Et donc voilà, j'ai besoin de me dépenser comme un gosse, j'ai toujours eu besoin de me dépenser et d'être dehors et d'être dans l'action, en fait. Le métier de guide, c'est pas forcément faire du sport. On fait du sport, mais c'est de la prise de décision. C'est prendre des décisions compliquées, multifactorielles, dans un milieu complexe, rapide, vivant, dangereux,
avec un minimum d'infos, un minimum de temps, et prendre la moins mauvaise décision dans ce laps de temps-là. C'est ça qu'on fait. Une fois qu'on a décidé où on allait passer, où on allait grimper, comment on allait éviter une arête, ou quelle pente on allait skier, quand on est dedans, mais le boulot il est fait en fait. Jusqu'au prochain point de rassemblement, jusqu'à la prochaine longueur, jusqu'à la prochaine décision, jusqu'au prochain coup de tonnerre. Le travail, c'est vraiment un travail de prise de décision et de gestion du risque. On est des professionnels de la gestion du risque. Pour moi, on est l'inverse d'un consultant. Le consultant donne des conseils et n'est jamais engagé par les conseils qu'il donne. Nous, on prend des décisions et si elles sont mauvaises, on peut mourir avec tout le monde. Ce qui fait que les décisions, en général, on les réfléchit bien, on essaye. Et justement, comment tu fais est-ce que tu as développé une approche, une technique pour être capable de prendre la moins mauvaise décision ou la meilleure décision? Ça dépend comment tu veux l'appeler. En fait, ça dépend de chacun. Il y a des éléments objectifs. On a des outils d'aide à la décision qui peuvent aider pour décider dans la neige ou voilà. Bon, si une pente peut être sûre ou pas, on n'est jamais sûr de ce qu'on raconte, mais on a des éléments pour nous aider. Après, ça dépend aussi beaucoup des personnes. Moi, je peux prendre des décisions qui vont paraître risquées à d'autres guides, alors que moi j'ai l'impression que j'ai de la marge, et moi je peux voir des guides prendre d'autres guides plus jeunes ou plus talentueux ou plus fous ou plus fougueux prendre des décisions qui me semblent dingues, alors qu'en fait eux dans leur système de fonctionnement ça leur va. Donc ça dépend énormément de ce qu'on a en nous et des expériences qu'on a eues aussi, des frayeurs qu'on a eues, parce que plus on vieillit dans ce métier, plus on voit des choses qui font peur, et je trouve que plus on vieillit, plus on a peur en montagne. En tout cas c'est mon cas et je suis pas le seul. Oui, je crois que c'est un constat partagé par tous les guides qui ont atteint un certain nombre d'années d'expérience dans le métier, ouais, clairement. À contrario, quelles ont été tes plus grandes satisfactions ou tes plus grands accomplissements, ce dont tu es le plus fier? Non, les grandes satisfactions, je trouve, c'est d'avoir, en ce qui me concerne, c'est que j'ai cru en mes rêves. J'ai eu plusieurs rêves et j'y ai cru. Alors, j'en ai réalisé certains, et je trouve que c'est ça qui est le plus important. J'ai rêvé d'être guide, je suis devenu guide. Il y a des choses qui me faisaient rêver, comme faire du base jump. Ça, c'est un truc qui me faisait rêver. J'ai pu accomplir ce rêve avec mon très cher ami François Gouy. On a vécu ça ensemble il y a une dizaine d'années, là, pendant quelques années. C'était quand même vraiment chouette. Aucun regret d'avoir arrêté aujourd'hui, bien sûr. Ça faisait même partie du deal pour avoir des enfants avec ma compagne à l'époque, que j'arrête ça. Mais voilà, ce genre de choses, croire en ses rêves, aller à l'étranger aussi, aller un peu en Suisse, en Allemagne, en Autriche, voir comment on se forme là-bas, acquérir un diplôme étranger, c'est chouette. Les voyages, je sais bien que c'est pas bio, donc c'est pas tendance, mais ceci étant, ça permet de garder l'esprit ouvert, et je pense que les voyages en grande partie évitent les guerres. Quand on va un peu chez les gens et qu'on voit comment ils sont et qu'on voit comment ils vivent, on les comprend bien mieux que ce qu'on nous raconte à la télé ou ce qu'on peut voir dans les journaux ou lire. Donc ces choses-là, réaliser mes rêves en escalade, en ski, en base jump, tous ces trucs où j'ai pu pousser un peu mes limites, j'ai trouvé ça chouette. Et jusqu'au jour, l'apothéose, ça a quand même été de devenir père. En fait, on se rend compte que tout ce qu'on a vécu avant, c'est quand même exceptionnel. Pousser en haut d'une falaise avec un parachute dans le dos qu'on ouvrira un peu plus tard, c'est fou. Mais devenir père, c'est encore plus fou, et c'est accessible à tous. Donc c'est un peu le cercle de la vie. Quand je suis devenu papa, j'ai accepté de vieillir, de devenir un peu moins performant qu'avant, et j'ai accepté de regarder mes failles en face aussi pour essayer de pas les transmettre. J'ai trouvé ça chouette de se poser la question de savoir ce qu'on voulait transmettre de soi et ce qu'on voulait pas transmettre. Et même ce qu'on veut pas transmettre, dès que le gamin a 2 ans, on le voit en lui, parce qu'en fait, on peut pas changer qui on est. Donc, si on est à moitié con, lui, il va récupérer un quart de ça. C'est mathématique, c'est génétique, mais c'est une très belle aventure. Ouais. Donc, voilà. Ce dont j'ai été le plus fier, c'est avoir suivi mes rêves et en avoir accompli une bonne partie, et être un papa comblé. Qu'est-ce qui te fait tenir quand c'est difficile ou quand tu as besoin d'aller chercher ta motivation? Où est-ce que tu vas puiser? En fait, ça dépend des épreuves. Si on est dans le massif du Damastoc qui fait moins 20 degrés, qu'on est dans le brouillard avec le GPS qui a 12% de batterie et qui est 3 clients qui sentent plus leurs pieds, et que si on dort dehors, on est tous morts. Là, ce qui fait tenir un peu, c'est l'instinct de survie, c'est savoir garder son calme. Mais bon, c'est quand même assez rare. De manière générale, moi, je suis quelqu'un d'opiniâtre, avec vraiment une grande ténacité. Je pense que c'est mes plus grandes qualités. Donc, quand je me suis fixé un objectif, je n'aime pas
échouer, sauf si c'est vraiment trop dur pour moi. Donc en gros, c'est je donne le maximum, j'irai au bout. Si vraiment ça fait pas, c'est que c'était pas pour moi. Et dans ce cas-là, j'en retire aucune amertume, aucune jalousie par rapport à ceux qui vont y arriver. Moi, il y a énormément de gens que j'admire. Je ne saurais pas faire ce qu'ils font, et même si j'aimerais beaucoup. Ouais, je pense que voilà, la détestation de l'échec et une grande ténacité, c'est ce qui me fait tenir. L'orgueil, quoi. Je suis quelqu'un avec un ego dont on dit que il est démesuré et que la seule chose qui est plus grande, c'est ma gueule. Mais tout ça, c'est pas vérifié. Quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné? Alors, c'est pas un conseil. C'est quand j'étais gamin, je lisais énormément de journaux sportifs, et il y en avait quelques-uns quand même qui étaient de bonne qualité. Et c'est une citation de Clémenceau qui disait, qui avait été citée dans un journal sportif pour caractériser un athlète. Il disait: par temps de guerre comme par temps de paix, la victoire appartient à ceux qui n'abandonnent jamais. Et ça, c'est ma devise. C'est ma devise. Ça veut dire, voilà, il faut se battre comme un chien jusqu'au bout pour ce qu'on veut. Et après, qu'on l'obtienne ou pas, c'est pas très grave. Ce qui compte, c'est d'avoir essayé au maximum. Moi, j'ai du mal avec les gens qui disent: ah, t'as de la chance de faire ça. Moi, j'aurais pu, j'aurais cru, j'aurais dû, j'aurais su, j'aurais voulu. Mais bon, j'avais ceci, j'avais telle contrainte. Non, c'est des choix, en fait. On a tous tout le temps le choix. Après, certains choix coûtent trop cher. Le prix à payer pour certains choix coûte trop cher. Ah, t'as une maison, tu diriges une banque, une famille, machin, et puis tu veux partir pour être skipper sur un voilier, abandonner tout, tu peux en fait le faire, tu peux. Tu vas te former, tu lâches tout, mais t'as plus de maison, t'as plus de famille, t'as plus de femme, t'as plus d'enfants, tu peux le faire. Ah ouais, mais tu peux plus parce que machin, le prix à payer est trop cher. Et est-ce que toi, de temps en temps, tu te donnes des conseils au-delà de la droite et de la gauche et quel serait le meilleur conseil que tu aurais donné? Moi, le meilleur conseil c'est ce que je viens de dire en fait, c'est ce que je dis à mes enfants qui sont pourtant encore petits, mais je leur dis: peu importe ce que vous ferez, faites-le du mieux que vous pouvez et faites-le avec passion. Soyez passionné par le métier que vous allez choisir. Je me fous de ce que c'est. Je me fous de ce que c'est. N'importe quel métier est noble quand il est abordé de cette façon-là. Moi, je trouve vachement chouette d'avoir quelqu'un qui est plombier, qui s'éclate et qui fait des belles salles de bain, plutôt qu'un mec qui est bac+8 et qui est dans un labo et qui s'emmerde et qui attend le week-end pour aller faire de la randonnée. Je trouve que, voilà, faire du mieux qu'on peut tout le temps. Et après, on a nos limitations. On est intelligent comme on est fort comme on est. Des fois, c'est pas assez. Mais en tout cas, si on a essayé le plus possible, on en retirera toujours quelque chose de positif. Les industries du tourisme en montagne et des sports outdoor, elles ont beaucoup évolué ces 10 dernières années. Quels sont les changements qui t'ont le plus marqué? Alors moi, je trouve que ce qui m'a le plus marqué, c'est un petit peu la démocratisation de ces sports outdoor, qui étaient un peu qualifiés d'extrêmes il y a une trentaine d'années. Donc voilà, l'exemple typique, c'est le trail. Moi, j'ai beaucoup couru quand j'étais jeune. On appelait ça des courses pédestres. J'en ai gagné un paquet d'ailleurs. Quand j'étais plus jeune, je courais beaucoup, je m'entraînais énormément. Maintenant, il faut la casquette visière à 70 €, les bas de contention de mémé, le petit sac à dos à 150 balles où il n'y a rien dessus, la puce électronique dans le derche pour être chronométré avec les 4000 autres pimpins sur le sentier. Ce genre de choses, c'est devenu en fait la règle, c'est le règne de Strava, c'est le règne des réseaux sociaux. Et c'est vrai aussi pour l'escalade. L'escalade avant, c'était un mode de vie. C'était Edlinger qui se gratte les parties dans son camion le matin avant d'aller faire des étirements, qui passe sa vie à grimper. C'était des marginaux. Les Marco Troussier, les Edlinger, les Gulich, les Kurt Albert. Et puis avant ça, même les Paul Preuss, le siècle dernier, le début du siècle. Maintenant, quand les gens disent je fais de l'escalade, non, ils dorment pas dehors, ils grimpent pas forcément en falaise. Ils vont dans une salle de bloc très bien aménagée, avec un petit bar lounge, un petit canapé violet, des petits cocktails à 12 €, et ils font 3 mouvements d'escalade sur le bloc. Et ça, c'est une évolution. Là. Il y a une explosion de ce genre de salle. Je dis pas que c'est mal, je dis juste que une espèce de dévaluation de l'art de vivre que représentaient les sports outdoor. Aujourd'hui, il faut qu'ils soient accessibles à tous, il faut qu'ils soient extrêmement mercantiles. On vend plein de choses qui sont chères, qui sont pas forcément utiles. Les trailers, c'est des grands athlètes, mais il y a 25 ans, 30 ans, les mecs qui couraient avec une paire de Nike,
et un short d'athlète trop court fendu à la jupe, et puis c'est tout. Ils n'avaient pas besoin de tout ça. Donc je pense que les marques se sont emparées de ça. Il y a une espèce d'appartenance à une tribu ou même à une secte quand on a ces différents objets. C'est valable pour l'escalade, c'est valable pour le ski de rando, c'est valable pour le trail. Enfin, tous ces sports outdoor, le VTT, alors encore pire, hein, les vélos d'il y a 20 ans, un vélo aujourd'hui, ça vaut le prix d'une moto, hein. Enfin, ça vaut plus de 10 000 euros un VTT bien équipé. Donc, les grands fabricants, s'ils sont pas trompés, c'est des sports pour les CSC+, et donc, voilà, ils sont obligés de rentrer dans ce moule-là, et je trouve que du coup, les activités un peu extrêmes, outdoor, elles perdent leur valeur initiale. Pour moi, par exemple, l'alpinisme, ça redonne du sens aux valeurs vraies de la vie. Et les valeurs vraies, elles sont pas très nombreuses. C'est avoir peur, avoir soif, avoir faim, avoir sommeil. Ces choses-là, on les éprouve en montagne quand on fait de l'alpinisme. On doute de là où on va, on doute de soi, on doute de la météo, on doute de plein de choses, un milieu qui est un peu hostile, même s'il est très beau. On a faim, on a soif, on a sommeil. Et ces choses-là, dans le monde moderne, on est capable de les éliminer en un claquement de doigts. J'ai soif, je vais prendre de l'eau au robinet. J'ai faim, j'ouvre mon frigo. Je suis fatigué, je vais me coucher, je me mets sur le canapé. Et ces valeurs-là, je trouve qu'elles ont tendance à se perdre. On le voit en haute montagne, les refuges sont de plus en plus enclins à proposer énormément de confort aux néo-alpinistes. Moi, les gens me demandent, mais est-ce qu'il y a une douche au refuge? Je dis, on y va une nuit, tu te doucheras le matin, puis tu te doucheras le lendemain soir, et puis c'est bon. Et moi, il faut que je me douche tous les jours. Non, c'est pas ça qu'on va chercher en montagne. En tout cas, moi, c'est pas ça que je veux faire découvrir à mes clients. Et trop de confort, non, mais je vais à l'hôtel, je vais plus en refuge. Pour moi, c'est ces choses-là aussi. Et si je peux continuer aussi, je trouve qu'il y a un petit peu donc une espèce d'émasculation des valeurs qui ont fait ce mode de vie plein air. Le tout sécuritaire commence à s'ériger en maître, et il y a de moins en moins de place pour l'imprévu, pour l'improvisation, pour tout ce qui peut déstabiliser. Et pour moi, l'audace, c'est ça. L'audace, c'est affronter ces choses-là. C'est affronter ces épreuves-là, c'est les rechercher, c'est provoquer un imprévu, c'est provoquer l'improvisation qui va en découler, c'est aller volontairement vers un domaine où on est hors de la zone de confiance, où on va être déstabilisé, et c'est affronter ces choses-là, et c'est là qu'on va apprendre le plus sur soi. C'est là qu'on va aller puiser dans ses réserves. Et je trouve qu'on s'éloigne de ces valeurs-là et de ces concepts-là avec l'évolution moderne de l'industrie de la montagne. Et du coup, tu vois comment les choses pour les 10 prochaines années? Alors, moi, quand je rigole, je suis quand même je me fais volontairement l'avocat du diable en étant très pessimiste, mais globalement, je crois en la nature humaine, et je pense que ces valeurs vont revenir. Je pense que tout est un peu cyclique. On voit qu'il y a des gens qui commencent à en avoir marre des téléphones portables, d'être esclaves de ça, d'être sans arrêt connectés au réseau. En ce moment, on constate un petit peu une fuite en avant avec le réchauffement climatique. Je sais pas s'il y a un terme pour ça, mais les gens veulent profiter des dernières années de ski, donc on a énormément de monde qui vient faire du ski. Ça, c'est vrai. Ça ressemble un peu à la dernière cigarette du condamné. Je crois qu'il faut se rendre à l'évidence. Dans 30 ou 40 ans, il y aura beaucoup moins de ski qu'aujourd'hui. Il y en aura encore un petit peu dans les stations qui ont beaucoup d'argent, les stations en altitude, Tignes Val d'Isère, les Trois-Vallées, Chamonix. Ça va continuer à tourner encore un peu plus, mais je pense que l'aspect dévalué de l'aventure aujourd'hui ça va s'arrêter. Les gens qui consomment en outdoor, finalement, c'est valorisant pour l'instant, mais au bout d'un moment, je pense que les vraies valeurs vont revenir. C'est toujours un peu comme ça, on revient, c'est toujours un peu cyclique, c'est un peu comme les fringues des années 80 qu'on trouvait ridicules dans les années 90 et qu'aujourd'hui on s'arrache. Je pense que les gens vont retrouver le goût de l'aventure, le goût du risque, même s'il est mesuré, le goût du risque quand même, qu'on va sortir un petit peu de ce tout sécuritaire, il faut forcément que ce soit la faute de quelqu'un quand il y a un accident. Ça peut pas être la faute à pas de chance, ça peut pas être la faute de la victime, même si elle a tout fait à l'envers, comme elle est blessée, la pauvre, ça peut pas être de sa faute. Si, parfois c'est de sa faute. Nous, nos actions ont toutes des conséquences. C'est valable pour tout le monde. Et donc, je crois et j'espère que les gens retrouveront le goût de l'incertitude, du défi, puis de l'inconnu, quoi. C'est ce qui fait le sel de la vie. Est-ce que tu aurais un bon bouquin ou un bon livre ou une série que tu pourrais nous recommander? Alors, je peux vous recommander un film de montagne qui est sorti récemment et qui s'appelle Nuptse, l'inaccessible absolu. C'est un film qui a été réalisé donc en Himalaya par une bande de copains qui sont parmi les plus forts alpinistes mondiaux du moment.
et qui sont des gens que je connais, qui sont extrêmement impressionnants. Alors dans le film, ils sont un peu sérieux, en vrai, ils sont quand même un peu cons, hein, il faut quand même pas déconner. Ils sont très sympas. Le film, si vous voulez une définition de l'audace, il faut regarder le film. Ils ont été poussés les limites du possible dans l'éloignement, dans l'engagement, dans la dangerosité, dans l'imprévu. Ils ont ouvert une nouvelle ligne sur cette montagne. Ils ont été récompensés par un Piolet d'Or pour cette ascension en 2018. Le film est sorti cette année. Alors, je sais pas de la pub que je fais pour eux. De toute façon, ils gagnent rien avec ce film. Mais c'est vraiment, c'est un film qui est extrêmement impressionnant pour qui veut comprendre ce qu'on peut faire aujourd'hui comme aventure extrême et comme, on va dire, audacité absolue. Moi, je vous recommande vivement. Merci beaucoup Romain Delambert, guide de montagne, d'avoir été notre invité dans cet épisode d'Outdoor Minds. Merci beaucoup Armelle de m'avoir invité. Voici les 4 points clés à retenir de cet épisode. Le premier, c'est que, en ne disant jamais non, on devient vite indispensable. Le second, c'est que pour être heureux, il faut être passionné. Ne laissez pas votre champ de vision se rétrécir pour un peu de confort. Il faut sortir du tout sécuritaire. Bref, peu importe ce que vous faites, faites-le avec passion. Le troisième point, c'est une citation de Clemenceau. Partant de guerre comme partant de paix, la victoire appartient à ceux qui n'abandonnent jamais. Et enfin, le dernier point, l'audace, c'est provoquer un imprévu, c'est affronter les difficultés, c'est sortir de sa zone de confiance. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode d'Outdoor Minds. Si vous êtes arrivé au bout, c'est sûrement qu'il vous a plu. Nous vous invitons à le partager autour de vous et à nous soutenir en mettant une note de 5 étoiles avec un commentaire sympa. Cela nous aidera beaucoup à faire connaître cette balado-diffusion et mettre en lumière tous ces leaders qui le méritent. Vous voulez découvrir de nouvelles choses dans le tourisme et les sports outdoor? Alors nous vous invitons à nous retrouver dimanche prochain avec un invité prestigieux. À très vite pour un nouvel épisode d'Outdoor Minds.